Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un peu particulière par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, puisque aujourd'hui je vais m'attarder sur un seul livre, une seule œuvre en particulier, puisque c'est un flop comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon premier flop de l'année. Je vais vous parler de Maquillée, essai sur le monde et ses phares de Daphné B. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur cet essai, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo complète pour éviter de phagocyter un petit peu un bilan lecture et de pouvoir vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. Je voulais juste dire, si jamais l'autrice de ce livre tombe sur cette vidéo, je n'ai rien contre vous, voilà, je parle du livre en lui-même, mais chacun est libre bien sûr d'aimer ce livre. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez aimé, à me mettre en commentaire pourquoi vous l'avez aimé, et cet avis n'engage bien évidemment que moi. C'est un livre qui est sorti aux éditions Grasset et il a eu le prix des libraires du Québec. C'est décrit comme une enquête, une plongée dans le monde des cosmétiques. Et c'est décrit également comme une réflexion philosophique dans laquelle va nous emmener Daphné B. Je vais commencer cette revue par vous donner déjà les aspects positifs de ce livre et ensuite on passera aux aspects négatifs. Le premier aspect positif de ce livre, c'est que l'entièreté du livre est écrite en écriture inclusive. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être remarqué puisque c'est quelque chose d'assez rare encore dans le monde de la littérature et dans le monde des essais de manière générale. Ça ne m'étonne pas que ce soit une autrice canadienne qui ait écrit en écriture inclusive vu qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous en France à ce niveau-là, mais ça c'est très bien. Également, elle a adopté un choix d'écriture qui est très accessible. Je remarque également qu'il y a une pluralité de sujets qui sont abordés autour des cosmétiques. Alors c'est un peu à double tranchant parce qu'on n'a que 220 pages finalement, donc c'est dur d'aborder tous les sujets qu'elle veut aborder en 220 pages, mais ça peut donner malgré tout une idée globale du monde des cosmétiques. D'abord je vais m'attaquer à la forme de cette œuvre. C'est censé être un essai, alors on va revenir sur la qualification de l'essai tout à l'heure, mais déjà le gros problème de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de sommaire, et pour moi en tout cas, quand on fait un livre qui est censé être une enquête, on a un sommaire pour pouvoir organiser ses idées et pour que le lecteur puisse, s'il a envie, revenir sur un passage qu'il a peut-être mal compris ou qu'il a envie d'approfondir, qu'il puisse retrouver les sources également des choses qui sont abordées. Le problème qu'on a ici, c'est que, encore s'il n'y avait pas de sommaire, mais que les choses étaient posées de manière très carrée et très fluide, ça ne serait pas un problème, mais en fait le problème de Daphné B, c'est que dans son livre, elle va un peu sauter du coq à l'âne, puisque elle va nous parler d'un sujet, ensuite elle va repartir à un autre sujet, puis elle va encore revenir au sujet d'avant, ce qui fait que si déjà dans un roman, quand on change constamment de personnage, ça nous perd, là je trouve que le fait de changer tout le temps perd complètement le lecteur. Et enfin, le dernier problème de forme qu'il y a, c'est que dans la quatrième de couverture, on nous parle d'une enquête dans le monde des cosmétiques, dans le monde du maquillage et dans cet univers. Cependant, je pense que le terme est mal choisi puisque ici, en employant le mot enquête, on va confondre expérience et expertise. Puisque Daphné B, elle va certes nous parler de certains ouvrages qui parlent du monde des cosmétiques, elle va nous parler de choses qu'elle a pu observer, mais elle va surtout nous parler de son expérience personnelle. Pour moi, une enquête, ça doit être vraiment recherché, il doit y avoir beaucoup plus de sources. Là, effectivement, vous avez des notes de bas de page quand elle parle de quelque chose, mais ça fait un peu comme, alors je sais pas si vous avez fait des TPE quand vous étiez à l'école, en tout cas moi c'était l'époque des TPE, donc c'est le fait de faire un travail, de rendre un travail de fin d'année avec des recherches qu'on a fait et on met des notes de bas de page pour expliquer par exemple telle personne a dit ça dans un article, etc. Mais comme on est au collège, ça reste très, très sommaire. Et bien là, c'est là le problème, c'est qu'elle va aborder un auteur, elle va surtout se contenter de paraphraser cet auteur de manière générale, et elle va le mettre en note de bas de page, mais après, elle va pas forcément approfondir le travail de cette personne, ni approfondir peut-être un reportage ou des choses, des articles qu'elle a lus. Et je trouve ça vraiment très dommage, c'est quelque chose aussi qui se ressent en fait dans ses sources, c'est qu'elle va beaucoup se baser sur ce qu'elle observe, elle, pour un travail qu'on qualifie d'enquête. C'est quand même compliqué. Après, j'ai regardé des interviews de Daphné B, justement, qui expliquaient qu'elle a d'abord écrit ce bouquin et ensuite, avec sa maison d'édition, ils se sont questionnés sur dans quel genre allait rentrer son livre. Et ils se sont dit que ça allait être un essai. Là, je pense que c'était vraiment une mauvaise idée, en fait. Alors, elle expliquait que ce qui l'a dérangé dans le monde de la littérature, c'est que tout doit toujours rentrer dans des cases, que ce soit le roman, l'essai, la poésie, ces choses-là, et qu'elle, ça la dérangeait beaucoup parce qu'elle n'avait pas forcément envie de se cantonner à une case. Quand on veut parler d'un sujet et qu'on veut appeler ça un essai, il faut que ça ait une certaine rigueur, je pense, dans l'analyse et dans la manière de parler des choses, ce qui n'est pas le cas ici.
Je sais pas si c'est une erreur de sa part, si c'est elle qui a fini par prendre la décision, si c'est sa maison d'édition. En tout cas là c'était vraiment, je pense, une erreur d'appréciation d'appeler ça un essai. Je vous avais dit que beaucoup de sujets étaient abordés, qu'une pluralité de sujets étaient abordés. Le problème c'est que justement en 220 pages il y a trop de sujets qui sont abordés. J'ai relu le livre, je l'ai refeuilleté pour pouvoir voir le nombre de sujets différents qui étaient abordés. Il y a 8 sujets qui sont abordés. La plupart sont des sujets qui auraient mérité en fait des livres de 220 pages à eux tout seuls. Et certains sujets n'ont pas vraiment d'intérêt, je trouve, et servent plus à remplir des pages. La base, le commencement du livre de Daphné B, ça va partir de la mise en vente d'une palette en collaboration donc avec deux youtubeurs qui sont très connus, surtout outre-Atlantique, qui sont Jeffree Star, je vous mettrai sa photo ici, et Shane Dawson. C'est une palette qui est sortie, il me semble, en 2020 à peu près, si je me souviens bien. C'est une palette qui s'appelle Conspiracy, qui avait fait énormément de buzz sur la toile, et donc elle va se baser sur ce boom médiatique pour parler justement de la consommation de maquillage et sur notre rapport au maquillage dans notre société. Le problème, c'est que soit vous êtes complètement novice et vous comprenez pas qui est Jeffree Star, vous comprenez pas qui est Shane Dawson, et vous ne vous rendez pas compte de l'impact qu'il y a derrière et de l'influence que ces personnes ont sur les foules, et c'est pas vraiment approfondi, donc vous restez sur une vision vraiment en surface de ce business et de la chose, ou alors vous êtes comme moi très au courant de tout ce qui est monde des cosmétiques et du business qu'il y a derrière et la façon dont c'est mis en place, et dans ce cas-là, vous voyez qu'il manque des informations et qu'il manque aussi un regard critique sur la chose. Ensuite, de ce point de vue consumériste, elle va l'associer au fait qu'on veut complètement consommer les cosmétiques, en tout cas elle, c'est comme ça qu'elle l'évoque, pour échapper à une sorte de vide dans notre vie, de sentiment de solitude, mais encore une fois en ne prenant que sa propre expérience et pas en posant des questions, peut-être en faisant, je sais pas moi, un micro-trottoir ou en faisant des entretiens, des choses comme ça, des notes pour voir comment les gens se positionnent par rapport à leur consommation des cosmétiques, ce qu'ils regardent en premier, qu'est-ce que ça leur fait ressentir. Elle parle aussi de vide, de vacuité de l'existant dans le fait de regarder des youtubeuses beauté et ce qu'on ressent quand on le voit, et ça manque totalement de recul. Il y a des personnes aussi qui vont regarder ça d'un point de vue artistique, il y a des personnes qui vont regarder ça vraiment pour connaître les consommations des produits, donc pour avoir un côté un peu plus scientifique et pour apprendre plus. On n'est pas que dans le contenu beauté, en tout cas sur internet, c'est pas quelque chose qui est 100% superficiel, c'est quelque chose qui aide énormément d'hommes, énormément de femmes, qui aide beaucoup de gens à s'accepter, et il y a un côté très positif à ces contenus sur internet, même s'il y a le revers de la médaille qui est cette injonction à toujours acheter, acheter, acheter. Elle revient sur le monde de l'influence en expliquant qu'il y a cette perte d'authenticité plus les influenceurs se professionnalisent, et du coup il y a ce besoin de certains influenceurs d'en faire des tonnes et de montrer leur vulnérabilité pour plaire toujours à leur public et se sentir plus proche d'eux. Mais ça finalement, encore une fois, c'est une façon de voir les choses qui est assez binaire, on va dire. C'est soit c'est du bon, soit c'est mauvais. On a des influenceurs et des créateurs de contenu qui gagnent 200 000 € par mois, hein. C'est énorme. Donc forcément ces personnes ne sont plus accessibles, mais pour autant c'est le même problème qu'ont les stars, et aujourd'hui la plupart des influenceurs beauté connus en tout cas, ont le même statut que des stars, donc du coup ça aurait été bien de peut-être confronter les choses. Ensuite, ce qui me gêne un peu, c'est que quand elle parle des influenceurs beauté, etc., on dirait que c'est quelque chose qui est très récent, alors que finalement ça a 10 ans, donc on a quand même aujourd'hui un recul, il y a des études qui ont été faites, il y a beaucoup de mémoires sur Kern, sur le monde de l'influence justement. C'est quelque chose qui est devenu très très codé. Je trouve que balayer ça en une dizaine de pages, c'est un peu un manque de travail de sa part. Un autre problème que j'ai repéré dans ce livre, c'est qu'elle va axer le fait de se maquiller, elle va essayer d'en faire une analyse psychologique. Et là encore ça me dérange puisque, encore une fois ce n'est que mon avis, mais quand on veut analyser un phénomène de manière avec les données psychologiques, avec un regard psychologique, on ne s'invente pas psychologue. Donc soit on demande à un psychologue peut-être d'évaluer des données, des résultats dans le cadre d'une étude, mais on n'essaie pas de faire ça tout seul. C'est important de faire appel à des vrais professionnels pour pouvoir donner vraiment leur avis et donner un avis clinique sur la chose. Elle essaye d'analyser le rôle du maquillage, mais soit elle va dire des choses qui sont déjà connues, comme par exemple que dans certaines modes du maquillage, on
puisse donner l'air d'avoir une certaine fragilité, mais finalement il y a des injonctions de beauté qu'on a depuis la Renaissance et qui sont encore là aujourd'hui. Donc ça me pose problème. Vous avez aussi, il y a un moment donné, elle aborde le fait que oui, mais elle se maquille pour elle et que on n'accepte pas qu'elle se maquille, qu'il faut jamais que ça se voit, donc ça c'est encore un problème, hein. De toute manière. Vous avez, j'essaierai de vous retrouver, de vous mettre en barre d'infos le livre qui parle de ça, mais vous avez un livre qui parle du fait que surtout les femmes, on accepte qu'elles soient dans le care, dans le fait de s'occuper des autres, mais dès qu'on voit qu'elles sont dans le self-care, dans le fait de s'occuper d'elles-mêmes, tout de suite ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se maquiller, mais très légèrement, faut pas trop que ça se voit. Mais voilà, ça c'est des choses qui sont déjà abordées de toute manière dans plusieurs livres, donc je trouvais pas forcément ça pertinent de le mettre dans un ouvrage et surtout de l'expliquer si peu. Ensuite, elle parle du maquillage comme un acte politique. Mais encore une fois, c'est pas expliqué et on retrouve un peu des analyses qui sont passées de manière très rapide et qui n'ont pas vraiment de fond. Et on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que l'on a parlé pour en parler ou est-ce qu'il y avait vraiment une volonté derrière? Même chose pour les dangers du maquillage et pour l'impact écologique. Il y a des passages qui pourraient être très intéressants, qui pourraient être passionnants, comme le fait que, on le sait aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on le sait, les paillettes qu'il y a dans le maquillage, certains sont issus de mica produits en Inde et qui sont issus de l'exploitation des enfants et de l'esclavage des enfants. Mais en fait, c'est de lignes. Alors que c'était un sujet qui était hyper intéressant, du coup c'est vraiment dommage quoi. Et un autre sujet qui est survolé et que je trouve mais tellement dommage, c'est le fait que le maquillage soit un outil de suprématie blanche, puisque vous avez, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais vous avez des tonnes de marques qui ne font pas des fonds de teint pour les peaux noires. Vous avez dans plein de pays le fait d'avoir toujours l'injonction d'avoir la peau la plus blanche possible. Avec par exemple sur le continent africain, beaucoup de produits qui sont vendus pour blanchir la peau qui sont très très mauvais, qui font des cancers. Le fait qu'en Asie par exemple il faut être de plus en plus blanc. Et à contrario vous avez des personnes, notamment sur Instagram, qui font du blackfishing, c'est-à-dire le fait de faire croire qu'ils sont issus de la communauté afro-américaine, alors qu'en fait, pas du tout, ils sont aussi blancs que moi. Voilà. Et c'est un problème, mais d'un côté, je trouve ça quand même un peu étonnant d'analyser le fait que le maquillage peut être un outil de suprématie blanche et qui est très problématique, mais en même temps prendre comme exemple Jeffree Star qui est lui-même suprémaciste blanc et qui est très problématique dans ses idées politiques. Enfin, le dernier passage qui moi m'a laissé, mais je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout là? C'était quand elle aborde le côté humanisant du make-up. Elle aborde ce côté-là à travers le prisme des femmes qui sont incarcérées. Elle aborde cet aspect-là en expliquant que dans la plupart des prisons du monde, le maquillage n'est pas autorisé, c'est le cas en France par exemple. Elle va utiliser comme exemple une prison de Milan, une étude qui a été faite dans la prison de Milan. Et également, il me semble, une femme qui a été ancienne détenue et qui expliquait un peu leurs tips maquillage en détention. Et elle explique oui, c'est une façon de garder son humanité en prison que de se maquiller. Alors oui, c'est des choses vraies, hein. Après, encore une fois, c'est un passage qui est très survolé puisque la condition des femmes en détention, c'est quelque chose qui est très complexe, qui est très intéressant et j'ai trouvé que c'était un peu un manque de respect d'aborder ça en une page et demie, juste à travers le prisme du maquillage, puisque peut-être avant de donner du maquillage à ces femmes, il faudrait peut-être leur donner des protections périodiques, faire en sorte qu'elles ne fassent pas leurs besoins devant tout le monde dans une salle de 10 mètres carrés, qu'elles ne se fassent pas violer par les autres détenus femmes, qu'elles ne se fassent pas violer par les personnes travaillant dans l'administration pénitentiaire et qu'elles puissent aussi manger à leur faim, ne pas mourir de froid l'hiver. Bref, il y a beaucoup de choses à aborder en ce qui concerne les femmes incarcérées et connaissant justement ce problème, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé que ce soit abordé en une demi-page seulement à travers le prisme du maquillage. Et encore une fois, il y a très très peu de sources, donc j'ai trouvé que c'était un travail de recherche qui était vraiment pour le coup très, très pauvre. La deuxième chose qui m'a agacée, c'est que dans cette page et demie, allez j'exagère, peut-être 2 pages, sur les femmes en détention, elle va faire le parallèle sur le fait que les femmes qui sont en détention ont pour la grande majorité subi des violences sexistes et sexuelles, et mais c'est pas plus abordé que ça, c'est ah oui, elles ont subi ça, du coup elles ont besoin de ce côté humanisant en se maquillant. Alors oui, il y a un côté humanisant, hein, toujours avec le maquillage, sinon les socio-esthéticiennes ne serviraient à rien et elles font un travail formidable sur plein de gens. Mais le truc qui m'a énervée là-dedans, c'est que en matière de prise en charge des violences sexistes et sexuelles sur les femmes qui sont en détention, pareil, c'est un sujet qui peut pas être abordé en une demi-page, c'est un sujet qui est trop complexe, qui est
trop compliqué. Et au-delà de ça, elle utilise le mot abus. Alors, le mot abus sexuel, il faut arrêter de l'utiliser. J'ai conscience que Daphné B est canadienne et que, en tout cas je l'espère, il y a eu une confusion par rapport au mot anglais, abuse, qui a un tout autre sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'anglicismes, en tout cas au Québec, qui font que peut-être qu'il y a eu une confusion. Mais je vous en conjure, arrêtez d'utiliser le mot abus sexuel en français. Et pour moi, quand on écrit un livre, on fait attention à chaque mot qu'on utilise et on en regarde le sens. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo qui vous explique quels mots il faut arrêter d'utiliser en matière de violences faites aux femmes et de violences sexistes et sexuelles. Et le mot abus en fait partie, puisque l'abus en langue française, ça part du principe qu'à un moment donné, c'est ok. Sauf qu'en matière de violences sexistes et sexuelles, il n'y a à aucun moment un seuil où c'est accepté. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple qui est donné dans les vidéos d'ailleurs. On peut abuser du chocolat. On mange. Oh, bah à un moment donné, on a trop mangé, on a abusé. Mais on n'abuse pas une personne. On commet un délit ou on commet un crime. Donc soit on commet une agression sexuelle, soit on commet un viol. On commet des violences sexuelles. On n'abuse pas de quelqu'un. C'est un terme qui est imprécis, qui n'existe pas dans la loi. Et il faut vraiment arrêter ça parce que le mot abus, en fait, ça dédramatise les violences sexuelles et ce n'est pas possible. Et ensuite, elle aborde le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes autochtones en prison au Québec. Donc les femmes autochtones, c'est les personnes issues des communautés qui étaient présentes avant que les colons débarquent au Québec. Et si vous savez, ces personnes qui ont été maltraitées, parquées, qui vivent aujourd'hui dans des réserves. Bref. Mais en fait c'est pareil, c'est abordé comme ça. Déjà je vois pas ce que ça vient faire avec le maquillage. Sauf que si on parle des femmes en prison à un moment donné, on peut pas aborder tous ces sujets d'un coup. On peut pas juste faire ah bah j'en ai parlé, c'est bon. Non, c'est pas possible. Voilà. Je suis désolée, en cette fin de vidéo je me suis un peu énervée, mais tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ce livre pauvre en argumentation, j'ai trouvé ce livre pas cohérent alors qu'il avait un énorme potentiel. C'est dommage, c'est vraiment dommage et je voulais vraiment vous en parler et avoir votre avis si jamais vous l'avez lu parce que je vois en tout cas dans les avis internet que ce livre a plu mais c'était souvent des personnes qui étaient peu informées sur le sujet. Donc voilà, j'espère que si vous avez apprécié ce livre, en tout cas vous ne prendrez pas ça trop mal et en attendant je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!